Bien le bonjour, ici c'est la rediff YouTube, voilà, de ce stream Twitch, où je vais lire deux dossiers, enfin deux articles qu'on peut trouver sur internet. De toute façon je mettrai dans la description les liens. Donc on va d'abord lire le journal de Mireille Havet. Enfin, on va peut-être pas lire le journal de Mireille Havet, mais par contre un article qui se nomme Le journal de Mireille Havet, source pour une histoire des sexualités lesbiennes et féminines en France de la Belle Époque aux années folles. Donc ça m'intéressait puisque j'ai lu en tout cas personnellement le journal de Mireille Havet qui est édité chez Clairpoyant, je sais pas comment ça se prononce, donc si jamais ça vous intéresse. Accrochez-vous si jamais ça vous intéresse parce que comme elle est opiomane, alcoolique, enfin... tous les vices de l'époque, puis après elle a la tuberculose, bref. C'est pas une vie très très joyeuse, on va pas se mentir. Donc accrochez-vous si jamais vous voulez le lire, en plus c'est en plusieurs tomes, c'est en 5-6 tomes, un truc comme ça, donc c'est assez épais comme œuvre. Enfin c'est sa vie en fait finalement qui est devenue une œuvre. Donc voilà. Si jamais vous l'avez lu ou lu des extraits, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont vous... Voilà, ça va vous revenir, on va dire, en tête en lisant ce document. Enfin, ce document, j'ai l'impression d'être en fac, c'est terrible. Cet article, plutôt. J'avais envie de lire ça. Et un autre, on va en lire un autre, effectivement, article, qui, là, pour le coup, c'est l'expression homosexuelle dans les chansons françaises de l'entre-deux-guerres, entre dérision et ambiguïté. Clairement, les deux se font, on va dire, face, puisqu'effectivement, c'est les mêmes époques, hein, bien évidemment. Puisque Mireille Havet est dans les années folles, et donc la chanson française des années folles de l'entre-deux-guerres, ça marche aussi. Bien que ça va, je pense, brasser plus entre 1915 à 1940, évidemment. On peut commencer, du coup, notre lecture. Donc ici, l'article a été écrit par Emmanuel Retailleau-Bajac. J'espère que je le prononce bien, en tout cas. Donc ça, l'abstract, il me semble que ça veut juste dire en gros le résumé, mais on va le lire quand même pour voir effectivement si ça va vraiment nous intéresser ou si je me suis fourvoyé et on va se faire chier pendant au moins 1 heure. Quand même pas. Découvert par hasard en 1995, le journal intime de l'écrivaine Mireille Havet, 1898 à 1932, en allemand, s'est révélé une source de premier ordre pour l'histoire du lesbianisme et de la sexualité féminine. Tenu de 1913 à 1929, riche de plusieurs millions de signes, il déploie toute la palette des sentiments et des désirs d'une femme sans tabou, dans un style d'une grande richesse et d'une liberté jusque-là inégalée. Instituant, en résonance avec les bouleversements du premier XXe siècle, je pense le premier quart, le début en tout cas du XXe siècle et le phénomène Garçon, une nouvelle écriture de la sexualité, il invente à penser le lien entre l'individuel et le singulier, entre le document d'exception et le porte-voix de nouvelles normes, de nouveaux comportements. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, on parlait effectivement par rapport au journal. Hop, donc là, on voit qu'il y a trois grandes lignes, on va dire, directrices de ce texte. Donc oui, j'aurais pu l'avoir en PDF, parce que là, effectivement, je suis en version publique. Mais donc je peux pas le cliquer dessus, mais j'ai eu la flemme clairement de chercher à avoir le PDF. Après l'autre je l'ai en PDF, mais je pense qu'on va le faire aussi pareillement que là. Voilà, ce sera plus simple. Bah commençons. J'ai bien hâte de savoir de quoi ça nous parle. Je vais faire un petit... finalement ça fait un peu documentaire. À tous égards, la découverte fortuite du journal de Mireille Havet en 1995, puis sa publication par l'éditrice Clairpoyant ou Pollan à compter de 2003, a été un événement. Littéraire d'abord, qui ramenait à la lumière une écrivaine oubliée de l'entre-deux-guerres, morte à 33 ans, n'ayant laissé qu'une œuvre assez secondaire, médiariste au long cours dont les cahiers révélaient un tempérament hors norme, en même temps qu'un remarquable talent d'écriture. Scientifique, ensuite, qui léguait aux chercheurs le don d'un incroyable document de plusieurs millions de signes inscrits dans la période 1913 à 1929, centré sur la vie sentimentale et sexuelle de son auteur, lesbienne, séductrice et polygame des années folles.
Si les journaux intimes constituent depuis longtemps une source de choix pour l'histoire de la vie privée, et plus encore des sexualités, il est très rare, pour ne pas dire sans précédent, de débusquer ex nihilo un texte de cette ampleur et de cette qualité offrant des aperçus aussi riches que variés sur l'intimité d'une jeune femme, pour une époque où, malgré le cliché de la dissolution des mœurs, l'écriture de l'intime, et plus encore de la vie sexuelle, s'effectue encore sur un mode feutré, voire caché. L'exhumation du journal de Mireille Havet apparaît donc comme un temps fort dans l'historiographie française des sexualités, offrant une multitude d'approches et d'usages dont la découverte ne fait que commencer. On aimerait ici, sur le socle d'un travail biographique, suggérer quelques pistes pour son exploitation à venir, en situant le texte dans la perspective d'une histoire du lesbianisme, mais aussi, plus largement, de la sexualité féminine dans la France du premier tiers du XXe siècle. Document singulier mais ancré dans son époque, le journal de Mireille Havet invite bien, comme le formulait Anne-Claire Rebriand, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'en suis désolé, à historiciser les systèmes de représentation de l'intime, tout en interrogeant la manière dont les individus se jouent des discours dominants dans leurs pratiques et leurs représentations amoureuses et sexuelles, contribuant ainsi à faire changer les normes. Par-delà sa dimension de témoignage sur le phénomène garçonne et la culture saphique des années folles, ce journal ouvre de nombreuses pistes pour aborder plusieurs enjeux clés d'une histoire de l'intime, notamment la question du lien entre identité de genre et pratiques sexuelles, ou encore de l'articulation des registres charnels, sentimentaux et amoureux. Enfin, la rupture qu'il institue dans l'ordre d'une écriture de l'intimité féminine invite à questionner la place privilégiée et atypique de cette grande amoureuse qui fut aussi une talentueuse écrivaine. Effectivement, il faut replacer dans le contexte que les années folles, certes, il y a la garçonne, donc les cheveux courts coupés au carré, on commence à laisser, en tout cas chez la femme, on commence à laisser les parties du corps être vues, voilà. Pas forcément les seins, mais je veux dire la peau des mains déjà et des bras, puisqu'à la base toutes les femmes devaient être gantées. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit entre guillemets montrer patte blanche. C'est qu'effectivement à la base on était gantés. Il fallait montrer un gant blanc pour dire que on était de nobles intentions, quoi. Mais donc on arrive à montrer ses mains, rien que ses chevilles. On montrait beaucoup ses chevilles aussi, donc ouais, même s'il y a eu ça, d'ailleurs il y a eu effectivement aussi forcément le féminisme, il y a eu les suffragettes, voilà, les femmes vraiment qui commencent à cette époque-là à devenir finalement entre guillemets l'égal des hommes, quoi. Et c'est trop cool. Sauf que concernant les sexualités, c'est pas encore ça. Hein. Surtout pour les LGBT à ce moment-là, où c'est toujours interdit en fait, concrètement. Donc, c'est-à-dire que pour atteindre à la pudeur, tout simplement pour cri d'homosexualité, ces personnes-là, dont je fais partie bien évidemment, mais les LGBT pouvaient être clairement emprisonnées, exécutées, voilà, enfermées à vie à cause du fait qu'elles aiment le même sexe concrètement. Donc c'est déjà incroyable que Mireille ait laissé ça sur papier. Un jalon dans l'histoire des écrits intimes féminins. Née en octobre 1898, Mireille Havet démarre son journal à 15 ans à l'occasion d'une hospitalisation. Elle est la fille cadette d'un peintre post-symbolique de petite notoriété, Henri Havet, qui vit mal de sa peinture mais entretient de nombreuses relations dans le monde des lettres et des arts. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Henri Havet. Ses tableaux sont magnifiques. Et par contre, sa vie, effectivement, est d'une, je dirais, cruauté innommable, dans le sens où il va partir en dépression et il va mourir, effectivement, à l'hôpital psychiatrique, si je me trompe pas. En tout cas, il va mourir de dépression, en fait. Et c'est juste ultra triste. Mais bon, reprenons, là on est sur Mireille Havet. Mais voilà, c'était la petite parenthèse.
Parisienne à compter de 1907, la jeune fille se lie dans les salons des parents de ses amis avec de nombreux écrivains et poètes, notamment Paul Fort, Guillaume Apollinaire, Colette ou même Jean Cocteau. Malgré une scolarité en pointillé, elle a révélé des dons littéraires précoces en écrivant des petits récits poétiques qu'Apollinaire n'hésite pas à publier, en 1914, dans sa revue Les Soirées de Paris. L'un d'entre eux, intitulé La maison dans l'œil du chat, fait quelques années plus tard l'objet d'un tiré à part avec une préface de Colette. L'écriture du journal intime s'inscrit donc dans le développement personnel et intellectuel d'une jeune fille qu'Apollinaire surnomme affectueusement sa petite poétesse, mais aussi dans une pratique devenue courante depuis la fin du XIXe siècle chez les jeunes gens de la bourgeoisie, volontiers encouragés à coucher leurs pensées sur le papier à des fins d'introspection morale et d'exercice d'écriture. On ne sait si Mireille s'est inspirée de certains exemples, mais la confession régulière, sinon quotidienne, de ses états d'âme et de ses sentiments lui semble suffisamment indispensable pour qu'elle maintienne cette habitude quasiment jusqu'à sa mort. Et c'est vrai. Je n'ai pas vu de photos en fait de la masse de ces carnets et cahiers qu'elle a usés en fait pour écrire son journal, mais quand on voit déjà que en petits caractères, ça peut prendre déjà 6 tomes de 500 pages. Je dis peut-être une connerie pour certains, mais clairement, ouais, c'est entre je crois, 300 et 500 pages minimum. Ça veut dire qu'en termes de cahiers, etc., qui sont généralement de 50 pages, hein, bien évidemment, ça veut dire qu'il doit y en avoir plus de 50, voire 100 carnets qui ont été gardés dans un grenier, quoi. Puisqu'effectivement, moi je sais pas, je pense qu'effectivement ça va le dire, mais les carnets de Mireille Havet, on l'apprend justement dans le journal de Mireille Havet, a été... Mireille a légué, on va dire, a donné tous ses journaux intimes à celle qui a toujours été pour elle sa meilleure amie. C'est Savinski, quelque chose comme ça, hein, c'est un nom un petit peu étranger, mais elle lui a laissé, et sa famille du coup les a gardés jusqu'à nos jours en fait finalement. Bon, il me semble qu'à un moment ils les ont donnés aux archives de la ville où elle est, Mireille Havet, et c'est de là effectivement que Claire Poyant, parce qu'il me semble qu'effectivement c'est une vraie personne, hein, Claire Poyant, hein, c'est pour ça que c'est la maison d'édition qui s'appelle comme ça, qui littéralement a décidé de prendre toutes ces archives, en tout cas d'aller les consulter pour en faire ces versions lisibles, quoi. Parce que clairement il y a des facsimilés à l'intérieur du bouquin de quelques pages écrites de sa main, c'est illisible. On est bien content que quelqu'un ait quand même retranscrit et décrypté l'écriture de Mireille Havet, on va pas se mentir. Après, je pense que quand elle écrivait, non content qu'effectivement il y ait la drogue et l'alcool qui jouent, hein, bien sûr, mais le fait qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup d'électricité, et c'est généralement à la lumière de lampes à huile, donc souvent c'est tard le soir ou tôt le matin, voire entre les deux, qu'elle écrit au crayon à papier, et elle écrit vite, très certainement. Sachant que en lisant comment on appelle ça, en lisant ce journal, voilà, moi ça m'a donné l'envie. Alors je sais pas si je vais durer longtemps, mais j'en suis à mon 5e carnet, et ça m'a vraiment donné envie en fait d'écrire mon propre journal. Donc j'ai acheté un stylo plume parce que je voulais pas le faire au crayon à papier personnellement. Je voulais vraiment avoir un stylo plume, reprendre la plume, et j'ai commencé à écrire. Effectivement, les premiers, on sent que j'essaie d'écrire à la manière de Mireille Havet, même si je ne pourrai jamais l'égaler, bien évidemment, c'est une génie de la littérature du XXe siècle. Et je suis dégoûté d'ailleurs que pour la littérature du XXe siècle, à l'université où j'apprends, le professeur a décidé de plus être du côté de la science-fiction. Ça peut être cool, mais j'avoue que je suis un peu déçu parce que moi je m'attendais à du Colette, je m'attendais... Bon bref, c'est pas... voilà. Mais
clairement, je pense que là, les 2 heures qu'on va faire, c'est vraiment, je fais le professeur de littérature du XXe siècle et je vous parle clairement de Colette, de Cocteau, de Mireille Havet. Et on va faire clairement un cours de littérature du XXe siècle, comme j'aurais voulu en avoir un. Même si je ne suis pas professeur, voilà, juste là on lit des articles et j'y réagis avec mon bagage, on va dire, culturel et littéraire. Propre, voilà. Continuons. Dans l'intervalle, son style comme sa personnalité ont bien sûr évolué, même si son goût pour l'auto-analyse est perceptible dès les premiers cahiers où elle évoque, sans faux semblant, le caractère très tendre, puis de plus en plus sensuel de ses amitiés féminines. Ainsi la voit-on rapidement évoluer en quelques années d'un sentimentalisme de la jeune fille, naturellement destinée aux hommes et au mariage, aux audaces d'une jeune garçonne au look androgyne qui assume son homosexualité exclusive et ses liaisons multiples scandées par 3 passions amoureuses. Cette libération personnelle et sexuelle qui a pour arrière-plan les remous de la Grande Guerre, puis les trépidations du Paris mondain et libertin des années folles, est scrupuleusement relatée dans son journal, réceptacle de ses émois, de ses flirts et de ses amours, jusque dans ses pratiques d'alcôve. À compter de 1918, Mireille Havet s'initie également à l'opium, sa croissante dépendance aux stupéfiants vient peu à peu altérer son énergie, sans tarir tout à fait une vigueur libidinale qui jette encore quelques feux jusque dans ses années de déchéance. Et effectivement, c'est extrêmement triste, cette descente aux enfers. Vraiment, accrochez-vous si vous voulez le lire, quoi. Mais par rapport effectivement à ces 3 passions amoureuses, je ne me souviens plus des noms. Je sais qu'il y a Reine Bénard. Voilà. Et les 2 autres, je ne sais plus. Mais Reine Bénard, c'est celle qui m'a marqué. Et si je ne me trompe pas, son premier et finalement dernier roman, puisque c'est le seul qui nous sera parvenu, donc Carnaval, relate tout simplement, de manière subtile, sa liaison qu'elle a eue justement avec Reine Bénard, si je ne me trompe pas. Parce que c'est l'une des 3 en tout cas. Les 3 passions qu'elle a eues. Et bon, certes, la fin ne se passe pas comme dans le bouquin. Mais concrètement, ouais, c'est ce qui se passe en fait. Quand on lit le Carnaval et en même temps la période où Mireille avait à aimer cette personne et leur relation, il y a des similitudes voilà, qui ne laissent absolument aucun trouble, quoi. Donc ouais, il y avait ça. Et oui, par rapport aux hommes et au mariage, il me semble que c'est dans les années 18 à 20, mais peut-être qu'on va en parler plus tard. Mais concrètement, à un moment, elle l'exprime, c'est-à-dire qu'elle a quand même voulu essayer de coucher avec un homme. Et pour elle, ça a été juste une torture. Mais quand je vous dis, le mot est un euphémisme, en fait. Elle explique pendant, je crois, 2 pages comment elle s'est sentie entre les préliminaires, entre l'acte en lui-même et la fin. Et elle s'est sentie vraiment bafouée, elle s'est sentie... Alors que, bon, en soi, c'était consentant. Clairement, c'était consentant. Il n'y a rien eu de violent, mais c'était vraiment consentant. Mais même là, en fait, elle n'a pas réussi. C'est là, elle s'est dit, non, mais en fait, je suis homosexuel. Je ne peux pas faire autrement. J'aime les femmes, quoi, en gros, concrètement. C'est ce qu'elle dit. C'est ça, elle n'a absolument pas kiffé de coucher avec cet homme-là. Elle dit le nom de l'homme, mais je ne sais plus lequel. C'est vraiment un de ses amis à qui elle s'était confiée. Et, ou pas d'ailleurs, je sais même pas. Enfin, bref, voilà. En gros, elle a essayé de coucher avec un homme, elle l'a très mal vécu finalement. Et effectivement, dans son journal, elle le décrit. Et c'est poignant. Clairement, c'est extrêmement poignant. C'est encore plus poignant, je pense, quand on n'est pas lesbienne, en fait, et quand on est un homme.
puisque c'est moi qui l'ai lu, hein, concrètement, donc jusqu'à preuve du contraire, moi je me sens homme, et en plus je suis gay, donc moi j'adore les hommes, et c'est vrai qu'en lisant, j'étais là, j'étais tellement triste pour elle, du coup. Pas dans le sens que, oh, c'est dommage, elle aime pas les hommes, mais je veux dire qu'elle ait essayé, quand bien même elle savait très bien comment ça allait finir, dans le sens où, moi je sais très bien que je ne pourrais pas coucher avec une femme. J'adore les femmes, mais pas comme ça, pas sexuellement. Donc, si on devait me dire essayer de coucher avec une femme, j'aurais du mal, mais alors extrêmement du mal. Et je pense que si je le faisais, à la fin, je me sentirais pareil en fait. Genre, je ressentirais une telle répugnance pour ce que je viens de faire que pour l'acte en lui-même, pas pour la femme bien sûr. Hein. Mais ouais. Pareil. Oui, si tu devais coucher avec quelqu'un qui t'aime pas, ouais, en fait, forcément, c'est ça, en fait. C'est tout simplement, bah, juste, j'aime pas cette personne. Physiquement et sexuellement, j'aime pas cette personne. Donc, je vais pas me forcer, quoi. Après, elle a essayé, mais... Non, ça marche pas comme ça. Du coup, c'était pas naturel, donc forcément. Continue. Sans doute ce journal n'est-il pas le premier du genre à narrer les émois d'une jeune fille en fleurs, puis d'une femme au désir affirmé. Avant elle, ou à peu près à la même époque, des diaristes tels Adèle Hugo, Marie Bashkirtseff, j'espère ne pas écorcher son nom, je suis désolé, Simone de Beauvoir ou Catherine Pozzi ont voué tout ou une partie en tout cas de leur journal à la confession de leurs troubles sensuels et sentimentaux. Un siècle plus tôt, le journal de l'anglaise Anne Lister évoquait déjà de manière assez libre ses relations sentimentales et sexuelles avec d'autres femmes. Aucun de ces textes, cependant, ne combine une amorce aussi précoce et cette ténacité de longue durée qui voit s'élaborer au fil des ans un véritable récit de vie. De fait, la plupart des jeunes diaristes du XVIIIe ou du début du XXe siècle abandonnaient leur journal au moment du mariage. Aucune d'entre elles, même chez les moins farouches, n'explore de manière aussi libre la gamme narrative d'un vécu érotico-amoureux. 2 décennies avant le journal d'Anne Frank, dans lequel Philippe le Jeune croit déceler le crépuscule des pudeurs victoriennes à un âge plus tendre, et sur un mode plus spontané qu'Anaïs Nin, ou Nin, Mireille Havet forge pour son compte, sans modèle décelable ni censure apparente, une écriture du désir et de la sexualité tout à fait originale, dégagée, aussi des conventions de la littérature érotique ou libertine que pratiquèrent d'autres auteurs de la période, à commencer par Colette, dans ses Claudines. Après, c'est bien qu'elle ait pu tester pour vraiment confirmer le truc, qu'elle n'était pas de ce bord, mais j'imagine assez la violence. Ouais, bien évidemment, c'est ça en fait. Ça peut être logique, surtout à cette époque-là, dans les années folles, où c'est encore moins représenté, les LGBT, à cette époque-là. On n'en parle pas du tout, c'est tabou, c'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés, donc du coup, chacun découvre son homosexualité de manière totalement cachée, découvre des lieux qui sont cachés, etc. Donc, à un moment, tu te dis, j'ai pas envie de vivre caché, donc je vais essayer... Oui, voilà, je dis ça par rapport à l'époque. Ben, c'est ça. Donc, j'ai pas envie de vivre caché, donc je vais quand même essayer de vivre une vie, entre guillemets, normale, en tout cas comme on la considérerait comme normale à cette époque-là. Et après, tu te dis, ben non, ben finalement, ben tant pis, je vais vivre caché, c'est pas grave. Voire juste, je vais vivre ma vie et tant pis, random. On verra ce qui se passe, quoi. N'empêche, l'ouverture... et la liberté que c'est permis Mireille avait, je suis franchement admiratif qu'elle n'ait jamais été en prison. Elle n'a jamais été condamnée. Après, est-ce que elle n'a pas été condamnée parce que c'était une artiste et que déjà en ce temps-là, avec Cocteau notamment, et d'autres artistes qui étaient déjà LGBT, queer, qui n'ont pas été enfermés, etc., parce qu'ils étaient artistes. Et on disait du coup pas forcément que c'était une personne queer, mais non, mais c'est une artiste, c'est normal. Ensuite, message en attente de motivation. Ah, alors attends,
Et fuck les autres avis. C'est ça. Après, je comprends pourquoi ça n'a pas voulu. Mais voilà. Après, effectivement, Claudine de Colette, je les ai pas encore lus. Je sais que j'en ai vu quelques-uns à la brocante. Et j'avoue que, comme je sais que c'est plusieurs livres, j'ai pas la foi pour le moment de lire plusieurs tomes en fait. J'ai pas pensé en écrivant. Oui, non. Ça m'arrive aussi, t'en fais pas. Cette interruption du désir et du plaisir féminin dans la chair d'un texte qui demeure, pour l'époque, sans équivalent, y compris dans le secret des écrits intimes, ne saurait bien sûr procéder de la seule exception d'un destin atypique. Plusieurs traits de nature socio-culturelle peuvent être mis en évidence pour rendre compte de cette audace qui fut autant celle des actes que celle des mots. On l'a vu, Mireille Yavé s'est formée dans un milieu artiste de mœurs relativement libres où, malgré le maintien de préjugés moraux et religieux dont on ne doit pas sous-estimer l'influence, les flirts et les sorties n'étaient guère surveillés ou réprimés. Si la découverte de son homosexualité n'alla pas sans tiraillement de conscience, Mireille a de fait bénéficié d'une forme de tolérance qui n'était guère concevable au siècle précédent ou dans un milieu plus classiquement bourgeois. Par ailleurs, la jeune fille s'abreuva très tôt de la littérature de la Belle Époque, qui, de Georges de Peyre-Brune à Colette, en passant par Pierre Louis, Rachilde ou René Vivien, s'est souvent complu à mettre en scène les amours saphiques, sur un mode certes voilé et esthétisant, mais non sans allusion sensuelle, voire libertine. La puberté de Mireille Yavé coïncida avec la Grande Guerre, dans un contexte de relatif relâchement des surveillances, qui lui permit de vivre sa première passion amoureuse avec une jeune fille, Marie-Thérèse Véron, cantonnée comme elle dans un village du Loir-et-Cher. Enfin, elle fêta ses 20 ans en octobre 1918, dans l'atmosphère de défoulement hédoniste propre à son milieu de bohème. Adultère, coucherie, liaisons multiples, hétéro ou homosexuels, furent la norme de ses 20 ans, tandis que, sans travail alimentaire régulier, elle n'avait guère de scrupules à vivre au crochet de ses maîtresses. Oh bah là on a un bon cadre, hein. Une bonne description, hein. Je n'aurais pas dit mieux, pour le coup. Je voulais, ceci dit, rebondir sur René Vivien, que j'ai vu aussi des bouquins sur... en brocante, et j'ai pas encore osé. C'est vrai que personnellement, les poésies, parce que là clairement, je sais que René Vivien c'est surtout de la poésie. Enfin, en tout cas, j'ai vu des recueils de poésie de René Vivien, mais je sais que la période des années folles, c'est vraiment le, comment on peut appeler ça, un basculement avec la poésie contemporaine. C'est vraiment le début de la poésie contemporaine que personnellement j'ai extrêmement du mal à apprécier. Parce que pour moi, la poésie, c'est avec des rimes, des vers et une structure. Enfin, une structure en rime, déjà. Point. Pour moi, la poésie égale rime. Donc pour moi, là, il n'y a pas de débat pour moi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on commence à écrire plutôt des proses. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus du tout de structure, on va dire. C'est plus des quatrains, des tercets, c'est plus des quintiles, des cisins, etc. C'est vraiment... des mots comme ça, des mots clés ou des phrases qui sont jetées sur le papier comme ça, en rime, des fois sans aucun sens. Enfin, là je parle effectivement avec subjectivité, on va pas se mentir, c'est pas du tout objectif, mais voilà, pour moi c'est vraiment, ouais, juste des mots, des bouts de phrases qui sont collés ça et là sur une page, en mode ah ça c'est de l'art. Ça, c'est de la poésie. Pour moi, non, du coup. Pour moi, non, la poésie, c'est des rimes. Et certes, il existe des poésies, comme celle, par exemple, de Dante, par exemple, La Fontaine, où effectivement, il n'y a pas de quatrain tercé, c'est vraiment genre une poésie de but en blanc, mais avec des rimes. Donc, c'est de la poésie. Bon, après, pour Dante, il y a de la rime, mais en italien. Pas pour une traduction française, qui est totalement logique. Je pense que c'est assez compliqué comme ça de traduire. Donc forcément qu'en français, Dante devient de la prose. Mais je suis d'accord avec ça.
Enfin, on va peut-être pas faire un débat, sauf si vous le voulez, mais on va peut-être pas faire un débat sur poésie ou prose. Là, on est plus sur le côté Mireille Yavé et l'homosexualité des années folles. Si ce mode de vie un peu marginal peut rendre compte d'une liberté qui, même en ces années dites folles, reste rare à ce degré, il nous semble qu'il renvoie aussi à sa situation d'homosexuel, délivré des suggestions du mariage et de la maternité, et volontiers encline à l'auto-examen. L'évocation de ces premiers troubles sensuels fut d'emblée une source de questionnement, avivée par une interrogation récurrente sur la normalité de ses penchants. Cependant, si honte et culpabilité semblent bien former à l'origine un ressort essentiel d'examen de soi et de confessions intimes, l'écriture tend aussi à devenir avec le temps une pratique auto-érotique, prolongeant par le récit ses émois sensuels. Peut-être lui fut-il d'ailleurs plus aisé d'évoquer des corps et des vertiges comparables aux siens, amorcés sous couvert d'amitié un peu tendre, quand l'écriture d'un amour normal, entre guillemets, eut impliqué de se confronter mentalement et verbalement à l'altérité du masculin. On sait en tout cas que le rigide système d'interdit qui pesait encore sur les relations hétérosexuelles juvéniles pouvait favoriser par contre-coup une discrète tolérance vis-à-vis des amitiés particulières entre jeunes filles, parfois perçues dans l'attente du mariage comme un canal de dérivation aux excès d'effervescence libidinale. Peut-on imaginer pour cette époque une adolescente décrivant avec la même liberté ses relations avec des garçons ? Probablement pas, ne serait-ce que parce que elle n'aurait pas eu la même liberté pour les vivre. Aussi n'y a-t-il peut-être pas de hasard à ce que cette écriture de l'intimité émerge dans un journal de jeunes lesbiennes plutôt que de jeunes filles ordinaires, ou même du jeune homosexuel, le tabou sur les relations entre garçons restant plus vif et moins aisé leur rapport à la confession intime. Ultra intéressant, ce paragraphe est vraiment incroyable. Je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais effectivement, en tout cas jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité, donc il me semble qu'à l'époque la majorité c'était 21 ans, hein, c'était pas 18, quoique ça a varié selon les époques, donc je sais jamais, mais ouais, jusqu'à ses 18-21 ans, c'est vrai que quand on lit son journal, elle en parle avec poésie pour le coup, hein, c'est très prose. Alors, j'ai jamais su si prosaïque ça voulait dire la prose, je suis pas sûr, mais bon. Ça n'est pas le débat non plus. Et c'est vrai. Enfin, oui, forcément, un article, là, cet article est vrai, c'est certain, mais dans le sens où j'avais pas capté sous cet angle-là son écrit du journal, quoi. Donc, le côté est très intéressant. C'est vrai que du coup, une jeune fille avec une jeune fille, ça peut paraître vraiment une amitié intime, proche, vraiment les meilleurs amis du monde, quoi. Un peu comme le chante Laurie, ma meilleure amie. Donc forcément, c'était un peu plus accepté, on va dire. Dans le sens où, voilà, elle se cherche, elles s'apprennent des trucs pour après le mariage, machin. Alors qu'effectivement, une très jeune fille qui coucherait avec un garçon, même jeune, hein, de son âge, ça vaut mieux d'ailleurs, ça aurait été la disgrâce éternelle pour au moins 10 générations. Et elle aurait été sévèrement réprimandée. Et encore plus, effectivement, le jeune homme homosexuel de cette époque-là, qui aurait eu des relations assez jeunes déjà avec des garçons, mon Dieu, brûlons-le, quoi. À cette époque, c'est terrible. Donc ouais, je comprends mieux. Le caractère d'exception du journal de Mireille Yavé s'inscrit ainsi dans la triple convergence d'un milieu familial, d'un moment historique et d'une orientation sexuelle minoritaire. Éclaireuse et pionnière, Mireille Yavé a laissé un texte qui, tout en faisant affleurer la singularité d'un destin personnel, s'articule au foisonnement d'une époque et d'un réseau, constituant ce journal en jalon documentaire d'exception. Complètement, bah ouais. Une source pour l'histoire des homosexualités. J'aime bien le jeu de mots, on va dire. Son premier atout tient d'abord à son extension temporelle,
qui permet de retracer la carrière sentimentale et charnelle d'une jeune fille de la prime adolescence à la trentaine, dans le déploiement d'une mue identitaire qui l'amène d'une hétérosexualité conçue comme indépassable à l'acceptation d'une homosexualité sans concession. Il est rare de disposer d'un récit de vie aussi complet, composant une véritable autobiographie au jour le jour, sans les reconstructions et les voilements inhérents au récit rétrospectif. Le journal de Mireille Havet donne ainsi à voir les conditions et les modalités d'émergence d'un choix lesbien dans la France des années 1910 à 1930, en révélant le complexe système d'interdit et de permissivité qui le structure, et toute la constellation d'un réseau social, d'un feuilletage de références culturelles, d'un contexte historique qui l'a tout à la fois nourri et entravé. Je confirme. Pour l'avoir lu, je confirme que c'est... J'essaie de me souvenir là de quelques paroles qu'elle aurait pu dire vraiment par rapport à ça, mais c'est plus effectivement entre les lignes qu'on le voit bien en fait. Quand elle exprime son amour pour telle personne, pour telle jeune femme, et finalement cette jeune femme en fait, bah, elle va se marier parce qu'elle est potentiellement bi, hein, ou tout simplement parce que elle a aimé Mireille Havet, voilà, c'était une petite aventure sympa, sauf que c'est une femme qui n'osera jamais vivre son homosexualité au grand jour, et donc elle préférera épouser un homme, lui faire des enfants, même si elle déteste effectivement l'acte en lui-même, et faire genre que en fait elle est hétéro. Voilà. Et à cette époque-là, c'est monnaie courante, hein, c'est vraiment le quotidien, je pense, des LGBT. Pour éviter la ruine, pour éviter les excès, pour éviter l'opprobre, ils vont faire forcément le choix de faire genre oh non, je suis hétéro, bien évidemment. Et je ne suis pas du tout un averti, comme on disait à l'époque d'ailleurs, c'est vrai. De ce que j'ai compris, en plus, le mot inverti serait devenu péjoratif. Je trouve que pourtant il est absolument pas laid comme mot. Personnellement, moi je m'appelle moi-même, je me nomme moi-même un averti. Je dis de moi-même en tout cas que je suis un averti parce que ce mot pour moi il est plus poétique que gay, par exemple. Il est plus poétique que queer. Bon, après queer ça c'est un autre mot pour dire les LGBTQIA+, machin. Mais personnellement, moi, je reprends... Puis de toute façon, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est si un mot devient péjoratif ou injurieux envers une communauté, faut que la communauté puisse le reprendre à son avantage pour le rendre beau. Et je trouve qu'on y a bien... en tout cas, pour les communautés LGBT, j'ai l'impression qu'on y arrive assez bien. Par exemple... Avant, gay, c'était tout simplement une injure, c'était familier, c'était péjoratif pour décrire effectivement un homosexuel. Et après, bah, du coup, gay, c'est devenu un mot courant parce qu'on l'a repris. Queer, pareil, c'était pour dire effectivement, puisque si je me trompe pas, queer ça veut dire quelqu'un d'étrange, tout simplement. Queer, hein, c'est bizarre. Et donc forcément, les LGBT, on l'a repris pour, bah oui, on est bizarre et on vous emmerde. C'était un peu ça le principe. Donc, si inverti est en tout cas aujourd'hui devenu péjoratif, moi personnellement je veux le reprendre pour le rendre beau. Voilà. Voilà, ça c'est somme toute mon point de vue, hein, bien évidemment. En tout cas, moi je n'aurais pas honte de dire non, je suis un averti. Dans cette perspective, deux axes méritent un approfondissement spécifique du fait de la place qu'ils occupent dans la réflexion de la diariste. Alors oui, non... Petite précision, un diariste, ça veut pas dire qu'elle a la diarrhée, hein, ça veut dire que diary, ça vient du mot anglais pour dire le journal intime. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris depuis le début, non, il ne parle pas de diarrhée. Se pose la question de l'articulation entre identité de genre et orientation sexuelle, cruciale, on le sait, pour cette période qui, après le saphisme encore très féminin de la Belle Époque, voit l'émergence du phénomène Garçonne, lui-même associé au supposé développement de l'homosexualité féminine. Si le parcours de Mireille Havet fait bien apparaître, comme pour beaucoup de lesbiennes de l'époque, la possibilité d'étayer plus visiblement qu'autrefois son orientation sexuelle sur une virilisation tout à la fois esthétique, identitaire et
comportemental, le work in progress de sa trajectoire intime dessine pourtant un rapport à l'identité de genre tout en nuances, qui révèle une grande labilité de position et rappelle que la garçonne a souvent emprunté les voies d'une féminité hybridée, beaucoup plus que d'un mimétisme égalitariste avec les hommes. Par ailleurs, le déploiement de ce parcours sur la longue durée permet d'évaluer la complexe dialectique qui fit alterner dans la vie de Mireille Havé des phases de fierté lesbienne, nourrie par ses lectures et la fréquentation de son réseau, avec des moments de culpabilité, parfois même de haine de soi, d'origine tant exogène, critique du milieu familial ou amical, que endogène, intériorisation culpabilisante des normes morales et religieuses. Non mais c'était logique, oui. On sait jamais, on sait jamais. Moi c'est vrai que quand j'ai lu effectivement la première fois le mot diariste, j'ai quand même eu un doute. On va pas se mentir. Mais ce côté, avoir une haine de soi et d'un côté être fier de ce qu'on est, je pense que enfin, en tout cas moi je le vis encore, personnellement, moi je le vis, des fois je vais être très fier de ce que je suis et des fois c'est pas forcément une honte, mais une culpabilité dans le sens où effectivement nous les invertis, on a beaucoup plus de mal à se repérer, on va dire, dans la rue, dans un bar, etc., pour se séduire, en fait, tout simplement pour se trouver et pour s'aimer. Parce que forcément, c'est pas, entre guillemets, la norme, et qu'on est toujours... Enfin, toujours, non, mais je veux dire, on est peut-être moins nombreux, entre guillemets, que les hétéros. En tout cas, je veux dire, entre guillemets, au mètre carré, hein, j'ai envie de te dire. Et à ce moment-là, je sais aussi que elle était très pieuse, Mireille Havé, dans ces moments justement de haine de soi et de cette culpabilité, en tout cas entre 1925 et jusqu'à sa mort, elle va être littéralement à prier Dieu la plupart du temps pour essayer de la guérir, pour essayer qu'elle ne soit plus addicte aux femmes, à l'alcool, à la drogue. Et effectivement, vers la fin de sa vie, en tout cas, entre le milieu et la fin de sa vie, elle va être très proche de Dieu et je pense que ça va pas aider, on va dire, à ce qu'elle se sente fière forcément, puisque forcément à cette époque-là, genre oulala, Dieu vous foudroie si vous êtes effectivement LGBT quoi. Faudrait que les gens portent un badge sur eux avec la mention célibataire plus orientation. Oui, toutes les personnes, parce que là, j'étais là en mode, on remettre le triangle rose quoi. ça faisait bizarre, mais oui non c'est plus orientation effectivement genre. Mais j'avoue hein. Moi j'ai un petit badge, alors pas marqué célibataire, mais j'ai un petit badge effectivement du gay, voilà, qui représente vraiment le symbole des hommes. Il y en a deux qui sont entrelacés avec le drapeau LGBT en fond, que je vais acheter à CJS je crois. Il me faudrait plus que trouver effectivement un badge avec marqué célibataire et je mets les deux ensemble. En mode s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir. J'en étais où du coup? Ah oui là. Cet aspect du journal offre une excellente porte d'entrée pour une histoire de l'homophobie, autant que pour l'analyse des frustrations engendrées par l'appartenance à une minorité sexuelle ou par les inhibitions découlant du vieillissement et de la perte de confiance en soi, renforcée dans son cas par de graves problèmes de drogue et un sentiment croissant de déclassement social. On souligne ainsi que le destin de Mireille Havé n'a pas imité la trajectoire ascendante évoquée par Radcliffe Hall dans Le Puits de Solitude, mais décrit un rythme beaucoup plus sinueux qui fit remonter sur la fin de sa vie des complexes et des préjugés inscrits dans l'outillage mental de son époque. C'est vrai qu'il y a ce sentiment croissant de déclassement social chez elle, parce que elle le dit souvent, enfin c'est pareil entre les lignes, mais quand il y avait encore son père de vivant, et du coup la mère et le père avaient une grande maison, enfin un grand appartement en tout cas, sachant qu'elle a une sœur. Là on l'a pas encore dit, mais effectivement Mireille Havé a une sœur qui est plus grande il me semble qu'elle, donc je crois que Mireille Havé c'est la cadette, et tout ce beau monde a vécu dans un paste de la Belle Époque, dans un bel appartement de la Belle Époque, donc
il y avait un luxe finalement, puisqu'il y avait 1 à 2 domestiques dans cet appartement. Et entre guillemets, du jour au lendemain, Mirayave va devoir partir avec sa mère et sa sœur ailleurs, parce que le père, lui, va être interné et va mourir. Et la mère, elle va pas pouvoir garder finalement le foyer, puisque le loyer, hein, il est à payer, et qu'une femme à l'époque, ça ne travaille pas des masses. Je veux dire, en tout cas avant la Grande Guerre, hein, là on parle avant la Grande Guerre, donc jusqu'en 18. Et donc, forcément, elles vont devoir, ces 3 femmes de 3 âges différents, se démerder, clairement. Et c'est là où Mirayave va prendre son indépendance et qu'elle va avoir son propre appartement. Sauf qu'effectivement, faut bien qu'elle trouve comment payer son loyer, comment s'occuper de sa maison, faire le ménage, machin. Et elle va avoir extrêmement du mal à faire le deuil de cet appartement-là où c'était vraiment genre la belle époque. Pour elle, c'était vraiment sa belle époque à elle, où elle avait un père, une mère, une sœur. Elle avait la possibilité de lire à plus soif, à écrire à plus soif. Et à partir du moment où effectivement ça n'existe plus, elle va avoir un mal fou à trouver de l'argent pour payer son appartement, pour payer une domestique, parce qu'elle va avoir quand même une domestique. Enfin, ça s'appelait pas une domestique, je sais plus le nom, mais en gros c'était une aide quoi. Hein. Elle payait quelqu'un et qui venait faire à manger et un peu le ménage. Pareil, elle va avoir de plus en plus de mal à trouver l'argent pour forcément la drogaille. Et elle va avoir aussi du mal à trouver pour s'acheter tout simplement un carnet, un crayon pour pouvoir écrire dans son journal. Des fois, elle dit qu'elle est en train d'écrire avec un bout une fin, on va dire, comment on appelle ça? De crayon à papier qu'elle a trouvé par terre en fait. Bon là c'est plus vers 1924 ou 25 où elle va vraiment rencontrer une énorme crise financière de son côté, pour le coup. Éclairant sur les étapes d'un destin lesbien, la trajectoire de Mirayave entrait par ailleurs en interaction avec un vaste réseau d'amis et de relations, féminines et masculines, hétéros ou homosexuelles, que la jeune femme a constamment renouvelé au cours d'une vie personnelle et d'une carrière amoureuse d'une exceptionnelle densité, bien qu'elle ait récusé toute appartenance exclusive à ce qu'elle appelait le milieu gousse. Son journal n'en forme pas moins un riche observatoire sur la scène lesbienne parisienne des années folles, dont l'étude est encore loin d'être achevée, tout particulièrement dans une optique d'histoire sociale. Quoique très intimiste, le texte évoque aussi les lieux de rencontre et les festivités du Paris saphique des années 1917 à 1929, et la sociabilité qui s'y rapporte, nourrissant de nombreuses pistes de réflexion, par exemple sur la question du degré d'inclusion au sein de la scène homosexuelle, ou encore du rapport entre gays et lesbiennes, qui permet d'interroger la manière dont s'articulent ces différents niveaux de sociabilité et d'identité à une époque où ce milieu, même s'il est déjà partiellement constitué, n'a pas le même niveau de visibilité, d'extension et de légitimité qu'aujourd'hui. De ce point de vue, le journal de Mirayave offre aussi d'intéressants aperçus sur des pratiques qui contribuent dès cette époque à le structurer, par exemple le noctambulisme ou la place des drogailles. C'est vrai que dans le journal de Mirayave, si je me souviens bien, elle va côtoyer effectivement des gays, hein, des invertis, hommes. Et ça se passe plutôt bien, même si elle les exècre un peu, elle est vraiment misandre sur les bords. Et je pense que ça vient de son traumatisme vécu quand elle a voulu coucher avec un homme. Et donc... De toute façon, pour Mirayave, les hommes, c'est des bêtes de cul. Clairement, ils ne font que ça. Ils ne pensent qu'à ça. Après, effectivement, elle va aimer Jean Cocteau, elle va aimer ce genre d'invertis parce qu'ils sont écrivains, parce qu'ils sont artistes, et parce que du coup, ils pensent un peu comme elle. Mais après, tous les autres hommes, qui sont avertis ou hétéros, dans ma lecture en tout cas du journal, ce qui pour moi en ressort, c'est vraiment que si t'es pas artiste, elle peut te détester facilement. Voilà. Et évidemment, elle va avoir ce côté très vicieux
très cruel entre l'amour du luxe, ou en tout cas ce monde du luxe et des personnes nobles et luxueuses, et cette aversion, mais cet amour aussi pour le monde populaire en fait, et un peu plus cette classe moyenne qui n'existe pas encore, donc pour le coup les pauvres à cette époque-là, dont elle fait partie à un moment donné. En fait, elle s'exècre elle-même, mais en même temps, elle les aime parce que forcément, ben, ils se comprennent, etc. Elle aimerait par contre revenir dans le monde un peu plus luxueux. Elle arrive de temps à autre à faire quand elle a une maîtresse, évidemment. Quand elle arrive à se faire une maîtresse qui est assez riche, ou en tout cas qui peut se permettre d'utiliser l'argent de son mari, puisque généralement c'est des maîtresses qui sont, entre guillemets pour la plupart, mariées ou bientôt mariées. Ça n'est folle, quoi. Et ça se ressent en tout cas, c'est vrai. Et ça permet justement de voir, de penser les relations déjà entre les LGBT eux-mêmes durant cette période-là. Bon, après, il faut savoir aussi que déjà Mireille Yavé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant au moins quelques jours, ou en tout cas elle va l'écrire, peut-être qu'elle va le penser jusqu'à la fin de sa vie, mais ce qui serait entre guillemets logique, mais pendant très longtemps, pendant des jours, quand elle va voir les gens faire la fête pour la fin de la guerre, elle va pas réussir, elle, à faire la fête. Parce que pour elle, on ne doit pas faire la fête. Il y a des gens qui sont morts, il y a des milliers de gens qui sont morts. Et finalement, quand tu lis, tu te dis, bah oui, c'est con. Ok, tu fais la fête, c'est fini, il va plus y avoir de morts. Par contre, est-ce qu'on a pensé à tous les morts qu'il y a eu et auxquels il faut rendre hommage? Donc, il y a vraiment ce côté, ce déséquilibre, on va dire, cette balance qui est totalement déséquilibrée, et son cœur littéralement qui balance pour le coup entre l'un et l'autre. Si le journal dessine en creux les modes de relation du microcosme homosexuel parisien, sa principale plus-value documentaire nous semble résider dans la création d'une véritable écriture de la sexualité. On l'a dit, la diariste a le souci de consigner avec régularité et précision le récit de ses aventures galantes et amoureuses, sans oblitérer leur aspect le plus charnel, même si son style demeure presque toujours littéraire et recherché, prévenant tout risque de vulgarité ou d'obscénité par le recours fréquent à la litote ou à la métaphore. L'abondance et la finesse des notations modulées par une écriture tout à la fois prolixe et personnelle alimentent avec profit l'histoire, déjà largement en chantier de la séduction ou du flirt, et plus largement de toutes les formes du parasexuel, signes, regards, approches, baisers, caresses, attouchements, objets de maintes descriptions et réflexions. Cet abondant matériau invite à développer une approche plus large de la sensualité féminine, dont on relève ici beaucoup de remarques relatives, par exemple aux vêtements, aux parfums, à l'atmosphère des lieux. Elles doivent nous inciter à appréhender l'étude de la sexualité non pas seulement comme le seul moment du rapprochement charnel, mais plutôt comme un continuum de sensations et d'expériences qui mène à sa cristallisation, inscrit dans un contexte matériel spécifique et une véritable culture sensible. Ah ça, c'est terrible. C'est ce qui fait que Mireille Yavé est très compliqué à lire parce que sa description, que ce soit des faits, des actes, je veux dire, ou d'une pièce, ou... alors je dis pas que c'est des descriptions assommantes et ultra longues, mais la manière dont elle apporte tous ces éléments-là, un petit peu en méli-mélo, parce qu'effectivement chacun est lié à chacun, pour le coup, c'est dur à suivre pour ça. Par contre, elle le fait divinement bien, hein. Clairement, c'est splendide à lire, c'est certain. Mais ça peut être aussi lourd de par cette recherche littéraire, toujours plus littéraire, qu'il y a dans ce récit. Mais il me semble qu'il y a certaines fois où elle dit genre mais de toute façon personne va le lire, donc en fait ça me vient comme ça naturellement et je l'écris comme ça. Donc du coup pour elle s'il faut c'est très mal écrit
alors que pour tous les autres, ils le liront, c'est juste d'une beauté splendide, visuellement et lisible, quoi. Alors que s'il faut, pour elle, c'est du brouillon. Hein. De toute façon, elle le dit des fois elle-même. Donc, des fois, elle va dire, si jamais on me lit, etc. Enfin, je pense pas qu'elle le dise comme ça, mais concrètement, elle laisse entendre que si on lit effectivement mon journal, ça va être compliqué, machin. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire, d'écrire machin comme ça. Et des fois, elle dit, ah, mais de toute façon, personne ne me lira. Donc voilà. Le journal de Mireille Havet n'en reste pas moins, sous couvert de découvertes extérieures, un des tout premiers textes de nature autobiographique, hors confession judiciaire ou religieuse, dans lequel une femme évoque directement son plaisir sexuel et les formes de sa jouissance, qu'elle procède de pratiques masturbatoires, de rapports amoureux ou d'expériences plus ou moins libertines. Malgré une sensibilité assez romantique, Mireille Havet eut en effet de nombreuses aventures sans lendemain, parfois avec plusieurs partenaires. On trouve donc dans son journal nombre de remarques précieuses pour une étude de l'onanisme des différentes étapes du plaisir préliminaire, posture, mots, fréquence, et bien sûr de la jouissance et de l'orgasme, dont Alain Corbin, ou Corbin, je ne sais pas, a déjà largement montré les difficultés d'approche. À l'échelle de son milieu de mœurs très libre, cet hédonisme de la chair semble décliner toutes les figures d'une révolution sexuelle avant la lettre, où le désir ne trouve guère d'entrave matérielle ou morale. Prenons garde, cependant, à ne pas faire de la liberté sexuelle de Mireille Havet et de ses amis, qui implique presque toujours des conditions privilégiées, métier artistique, liberté de temps et de mouvement, relative aisance financière, une préfiguration du changement d'économie libidinale de la fin du XXe siècle. On soulignera aussi que cet affranchissement n'exclut pas le maintien d'éléments plus archaïques, une culpabilité d'origine religieuse notamment, ou une sensiblerie très romantique qui témoigne autant du poids de la tradition que d'une amorce du changement. C'est ce que je disais effectivement par rapport au fait que peut-être qu'ils n'ont pas été, on va dire, judiciairement affairés, parce que justement c'était des artistes, et que du coup on donnait plus de liberté aux artistes qu'à une personne qui travaille dans un bureau par exemple, lambda. Voilà. Donc ouais, c'est ce que je disais, effectivement c'est traité maintenant. Sachant qu'effectivement, ouais je sais, je dis beaucoup effectivement à propos machin milieu, mais bon, tant pis. C'est vrai que je dis c'est vrai aussi beaucoup trop de fois je pense, mais écoutez, ça me vient comme ça et ça sort comme ça, voilà. Sans jeu de mots, bien sûr. Mais je vais y arriver à dire ce que je voulais, surtout que je ne sais plus du coup ce que je voulais dire, mais aussi effectivement est très souvent sorti de ma bouche, hélas. Par rapport justement à ce côté sensiblerie très romantique ou une culpabilité, je vais y arriver, d'origine religieuse, il faut aussi dire que certes il peut y avoir énormément de descriptions libidineuses, mais il n'y avait pas que ça, effectivement, il y avait aussi de la romance, il y avait ce côté traditionnel et religieux de on veut quand même, on est fier de, enfin des fois on est fier de ce qu'on est et on a juste envie de vivre la même vie que les autres, en fait, tout simplement, même si c'est pas dit de la même manière. La question centrale dans ce contexte est peut-être de savoir si l'inscription de cette liberté dans une sexualité lesbienne invite à cantonner les conclusions à ce type d'orientation, ou bien s'il est possible d'en élargir certaines à l'ensemble de l'expérience féminine. Rappelons d'abord qu'à travers sa propre histoire, Mireille Havet évoque aussi la vie intime de ses amis, qui, pour la plupart, y compris de ses maîtresses, relèvent prioritairement de l'hétérosexualité malgré des déviations intermittentes. Donc ouais, comme je disais, ses maîtresses sont généralement des femmes mariées, quand même. Hein. Son témoignage invite ainsi à ne pas s'enfermer dans une conception trop rigide des identités sexuelles, surtout pour une période où le poids des circonstances historiques et la déstabilisation des codes de genre ont pu favoriser des ruptures ponctuelles de l'orientation dominante, notamment chez les femmes. Le journal pourrait introduire par là une histoire de la bisexualité et de ses déclinaisons, entendue non pas comme une identité tierce, mais comme une circulation ou indécision entre plusieurs positions. Là, je pense que effectivement, à cette époque-là, les mœurs, on va dire, se libèrent
doucement, mais se libère en tout cas dans les chaumières, pas forcément en public, mais dans les chaumières, et forcément, toute personne mariée, ou même en passe de devenir mariée, peuvent commencer à se poser des questions sur leur sexualité, genre, est-ce que je suis vraiment heureux dans ce couple-là? Est-ce que, finalement, tester avec une personne de même sexe, ce serait pas cool? Voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions qui se forment sur la sexualité à cette époque-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais que ce soit pour YouTube ou effectivement que ce soit vous, le chat, Twitch, n'hésitez pas évidemment à dire ce dont vous pensez à chaque fois de ce qu'on lit, hein, bien évidemment, pour rebondir dessus. Moi, je rebondis naturellement, mais n'hésitez pas. Si le clivage apparaît donc pour partie artificielle, et doit être déconstruit, on n'en reste pas moins autorisé à se demander si l'incandescence érotique du témoignage de Mireille Havet n'est pas essentiellement concevable dans le cadre d'une sexualité marginale, déconnectée de tout souci reproductif et familial, et pour partie affranchie du système d'interdits et de possibles qui structure plutôt la norme hétérosexuelle féminine. Par ailleurs, le particularisme de la position lesbienne ne renvoie-t-il pas aussi à un certain tropisme viril, confiance en soi, volontarisme dans la séduction, qui ouvre à Mireille Havet, aussi bien dans ses rapports de séduction que dans ses relations charnelles, des territoires inaccessibles à la grande majorité des femmes? On peut à minima le postuler, ce qui inviterait alors à souligner le rôle sans doute décisif de l'homosexualité dans la libération d'une parole féminine sur le cul. Enfin, sur le sexe, du coup. Pour autant, on ne saurait ramener le témoignage de la jeune femme à ce particularisme qui la concerne. Nombre des traits nous semblent relever beaucoup plus largement d'une expérience féminine de l'amour et de la chair, sans rapport avec le choix d'objets. La question de l'articulation entre plaisir et sentiment, notamment, est au cœur des préoccupations de Mireille Havet et suscite sous sa plume des considérations qui n'ont rien de spécifiquement lesbien. La recherche de ce difficile équilibre qui rend douloureuse nombre de ces relations s'inscrit dans une culture sentimentale commune à l'ensemble des femmes et montre combien l'éducation encore très féminine qu'elle reçoit peut modeler durablement les pratiques en apparence les plus affranchies, invitant ainsi à historiciser la question de l'inscription des normes culturelles de genre au sein des sexualités minoritaires. Entre le lesbianisme éthéré et furtif du XIXe siècle, presque inévitablement voué au masque du mariage ou de l'amitié, et le consumérisme sexuel ouvertement revendiqué par la culture gay entre parenthèses de la fin du XXe siècle, Mireille Havet occuperait un point de bascule, partiellement libéré des tabous victoriens, mais encore imprégné d'une culture amoureuse vouée à l'attachement et à l'idéal du couple. Et je voudrais juste rebondir à partir de là, je me note où j'en suis quand même, pour pas me perturber dans la lecture, mais je ressens ce même sentiment qu'a très certainement dû ressentir Mireille Havet, je vous jure. Je me sens tellement romantique, je me sens pas du tout à ma place en fait finalement dans cette époque. Mais là c'est vraiment un ressenti personnel par rapport à la lecture du journal de Mireille Havet. J'ai ressenti aussi en fait ce déséquilibre finalement. Je sais pas si je suis le seul d'ailleurs à le ressentir. Je sais qu'en tout cas à cette époque-là, au XXe siècle, début XXe siècle, je n'aurais pas été le seul, puisque déjà Mireille Havet, effectivement, a eu ce problème. Mais je me sens aussi sur ce point de bascule de l'époque, en fait. Où, on est quand même dans une époque très affranchie, hein, encore plus qu'à l'époque d'ailleurs, en tout cas. Mais moi, je suis tellement focus sur ce que j'ai toujours vu quand j'étais gamin. Les livres, les films, les séries, c'est toujours un homme, une femme et le couple avec le chien, le chat, les enfants, la voiture, la maison, la piscine. De banlieue, hein, bien sûr. Donc, j'ai toujours vécu avec cette représentation effectivement du couple idéal et dans mon inversion sentimentale et sexuelle, pareil en fait. C'est genre,
je ne peux pas vivre, enfin, c'est pas que je ne peux pas, je pourrais, mais c'est juste que ça ne me correspond pas, mais en même temps, j'ai tellement vu ça que ben, je ressens et je vois pareil, quoi. Donc, je sais pas si ça vous fait pareil à vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens totalement. C'est terrible. Reprenons. Cette reproduction plus ou moins consciente de la norme dominante peut aussi être interrogée à partir du souci qu'eut la jeune femme de connaître un rapport complet avec un homme pour devenir ce qu'elle appelait une femme normale, alors même que l'expérience lui fut d'emblée répulsive et se révéla du fait extrêmement pénible pour elle. Ah bah oui, je vous en parlais tout à l'heure. Puisqu'effectivement, elle a essayé et ça marche pas, non, bah non. Si dans certaines de ces liaisons, elle avait pu s'enorgueillir de jouer au petit mal, l'ordalie de ce coït hétérosexuel montre combien l'imposition de la loi symbolique demeurait puissante, y compris pour la jeune homosexuelle qui avait réussi à rejeter la plupart des formes d'assujettissement inhérentes à la position féminine. Oui, parce qu'après, effectivement, Mireille Yavé va clairement s'habiller comme un homme, ce qui est incroyable pour l'époque, on va pas se mentir, parce que autant il y a la garçonne, mais elle reste en robe. Clairement, ça reste des robes, des jupes, voilà. Bien qu'elle ait une coupe de cheveux qui est changée, genre oulala, et effectivement la coupe des vêtements féminins change aussi petit à petit, mais tout doux, hein. Donc, effectivement, les femmes de cette époque qui portent des pantalons, c'est genre waouh. Et il y a un exemple, mais il est contemporain. C'est peut-être le pire exemple que je peux donner, bien évidemment, mais dans Jungle Cruise, le film Disney, la protagoniste qui veut chercher les larmes, je sais plus quoi là, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus, c'est terrible. Mais ouais, les larmes de la vie, de l'immortalité, quelque chose comme ça. C'est elle qui le cherche, elle est en pantalon. Et en fait, le gars qui s'occupe du bateau va juste bugger sur le fait que c'est une femme qui porte un pantalon. Parce qu'effectivement, c'est dans ces années-là. Donc, elle est juste pour dire à quel point porter un pantalon pour une femme, c'était très courageux. Le journal de Mireille Yavé apparaît donc comme un bon observatoire pour penser les effets d'hiatus qui articulent, de manière souvent problématique, le registre des choix sexuels et celui des identités de genre, tout à la fois choisis et subis, malléables et rigides, mais dont les effets d'imposition débordent évidemment la question du choix d'objet, tout particulièrement dans une période où l'autonomisation des identités et cultures homosexuelles reste partielle. Par là, le texte articule la sexualité féminine et la sexualité lesbienne dans un rapport d'inclusion ou dans un lien dialectique beaucoup plus que de césure nette. L'analyse des formulations du désir, du plaisir et de la jouissance qui le traversent ne saurait donc être restreinte aux seuls effets d'un particularisme, même si celui-ci constitue peut-être à cette date une des conditions essentielles de leur émergence. Cette capacité à catalyser le vécu féminin ne saurait bien sûr masquer les particularités qui constituent ce journal en source hors norme, qui doit être abordé et analysé avec un minimum de précaution méthodologique et conceptuelle. Ben, c'est clair, parce que c'est tellement nouveau déjà pour l'époque du XXe siècle qu'elle ait écrit ça, mais en plus, s'il faut analyser ça avec notre prisme sur le monde actuel du XXIe siècle, tu m'étonnes qu'il faut avoir de sacrés pinces. Hein. Une source entre singularité et exemplarité. On ne s'attardera pas sur la question de la fiabilité que pose par nature tout texte intime et autobiographique, dont il est parfois nécessaire d'interroger la part de reconstruction et de fantasme. Il doit, comme tout document d'histoire, et plus encore lorsqu'il relève de la confession subjective, faire l'objet d'une approche critique apte à en déceler les éventuels effets de traverse. Oh, j'arrive pas à lire, mon Dieu. Je reprends. S'il doit, comme tout document d'histoire, et plus encore, lorsqu'il relève de la confession subjective, faire l'objet d'une approche critique, apte à en déceler les éventuels effets de travestissement ou d'exagération,
comment s'assurer par exemple de l'objectivité du récit d'un rapport Chanel? Le récit qu'orchestre le journal de Mireille Havet s'inscrit dans une constellation mondaine et une carrière d'écrivaine qui, d'une part, atteste très largement la validité factuelle de son témoignage, et d'autre part, nourrissent une liberté sexuelle qui ne relève pas de l'invention littéraire ou de la mythomanie. Enfin, si un journal intime peut, comme tout texte autobiographique, faire l'objet d'autocensure, de déni, et s'il ne sélectionne dans le réel dont il rend compte que des éléments partiels qui ne sauraient retranscrire objectivement la trame d'une existence, il va de soi que le degré de reconstruction est ici moindre que dans une démarche autobiographique a posteriori, ou même que dans une correspondance qui implique une mise en scène pour autrui. Le principe même de la notation rapide au jour le jour, le plus souvent sans remords d'écriture, favorisait de fait une forme de sincérité, surtout lorsque le texte n'est pas destiné à la publication, contrairement par exemple au cas beaucoup plus complexe du journal d'Anaïs Nin ou Nen. Et c'est aussi ça que je disais tout à l'heure, justement, que des fois elle écrivait à l'arrache, avec un bout de crayon papier sur un carnet à la lumière d'une lampe à huile, tard dans la nuit ou tôt le matin, très tôt le matin, entre les deux même. Ce qui fait que elle écrivait littéralement ce qui lui passait par la tête. Alors pour nous, quand on le lit, on se dit, nous, notre journal intime, même le mien, c'est de la gnognotte à côté. Parce que si elle, de manière à l'arrache, entre guillemets, comme on dit, elle arrive à écrire aussi bien, enfin, pas visuellement, mais je veux dire de manière littérairement parlant, c'est extrêmement bien écrit, c'est magnifique à lire, certes lourd, mais c'est magnifique. Waouh! Qu'est-ce qu'elle aurait pu nous donner à lire? Déjà avec Carnaval, c'est incroyablement bien fait. Et je sais qu'effectivement, enfin on sait d'ailleurs, en général, qu'elle avait 2 autres romans qu'elle voulait écrire, et qu'elle avait écrit. Sauf que les maisons d'édition auxquelles elle les a proposées ont dit déjà non, n'ont pas voulu les publier, donc ça n'a pas aidé effectivement à Mireille à s'en sortir mentalement, moralement et physiquement, mais surtout, ces éditions, ces maisons d'édition l'ont paumé. Voilà, elles les ont paumées. Donc on ne pourra jamais lire autre chose de Mireille que ce qui a pu nous parvenir, c'est-à-dire son journal et son recueil, son roman, son premier et dernier roman qui est Carnaval, que j'ai lu et qui est tout aussi bien. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a Journal de bord de Paul Morand. Bon, c'est plus une suite effectivement de maximes, etc. Mais si c'est vraiment un journal de bord, comme pour un journal de bord, clairement, c'est enjolivé, à mon avis, c'est pas... Voilà, c'était fait pour la publication. Alors que Mireille Havet, quand elle écrit son journal, pour elle, personne ne va le lire. Ou en tout cas, il n'y aura que ses amis, notamment sa meilleure amie. Après, elle va avoir quelques mécènes aussi qui vont lui permettre sa subsistance. Donc, mais sinon, effectivement, c'est compliqué pour elle. Donc, vraiment, le fait qu'elle arrive à écrire ça en disant, bon, de toute façon, personne ne va le lire, mais du moment que c'est gardé par ma meilleure amie, après, elle en fera ce qu'elle veut, quoi. Concrètement, c'est un peu ça. Et finalement, c'est une œuvre incroyable, très grande, effectivement, elle est très, très conséquente. Mais c'est vraiment un témoignage du XXe siècle incroyable. Qui plus est, un témoignage LGBT du XXe siècle incroyable. Doté d'une indéniable valeur de témoignage, ce texte n'en émane pas moins d'une jeune femme, au destin exceptionnel, dont le rapport à la chair et à la séduction fut pour le moins atypique, ce qui pose évidemment la question de sa représentativité. Il va de soi, on l'a déjà souligné, que cette liberté ne peut se concevoir que dans le contexte d'une existence culturellement et socialement privilégiée, pour partie affranchie des barrières morales et religieuses auxquelles reste soumise, avec bien sûr
des nuances individuelles et sociales l'ensemble de la population. De fait, Mireille Yavé et son journal sont difficilement transposables dans une petite ville de province, et seules peut-être quelques grandes capitales culturelles telles Paris, Berlin ou New York peuvent à l'époque lui servir de terreau. On doit cependant réfléchir, comme y invitait Philippe Artière et Dominique Khalifa, à propos des récits de vie de criminels, à la part d'ordinaire qui subsiste dans tout destin extraordinaire et qui, inextricablement, demeure tissé entre les fils de cette exceptionnalité. Issue de la moyenne bourgeoisie, Mireille Yavé subit en profondeur l'influence des codes et des valeurs de son milieu que ses choix de vie ne peuvent jamais tout à fait dissoudre. Bon, résoudre aussi, ceci dit. Elle demeure très marquée, notamment par une éducation scolaire plutôt classique et par l'imprégnation de la religion catholique qui entretient chez elle une culpabilité latente jusqu'au cœur de ses frasques. De ce point de vue, son ethos de classe se distingue nettement de celui de certains grands bourgeois ou aristocrates de son entourage, tels par exemple Nathalie Clifford Barney. Ah voilà, il y en a une. Dont l'origine américaine, l'extrême richesse et l'éducation très élitiste façonnent le destin d'exception. Cette normalité qu'elle partage avec de nombreuses jeunes filles de sa génération dessine les limites de sa hardiesse et rend compte de certaines de ses réactions qui, bien loin de la différencier de l'expérience commune, au contraire tendent à l'y ramener. Mais son parcours montre aussi que le poids de la morale traditionnelle ne formait plus, dans les années 1910 à 1920, un obstacle systématique à l'épanouissement charnel, observation qui concerne sans doute nombre de ses contemporaines, même si l'on est encore loin de la femme libérée de la fin du XXe siècle. C'est vrai que Mireille Yavé est allée à New York pendant 1 ou 2 mois, je crois. À la base, elle allait y retrouver une amoureuse, donc en fait elle a fait passer son voyage à New York pour un voyage professionnel, c'est-à-dire qu'elle avait réussi à copiner avec un journaliste pour qu'il puisse l'envoyer à New York et qu'elle puisse faire, on va dire, un article là-bas. Mais en fait, la vraie raison, c'est qu'elle allait retrouver Norma, si je ne me trompe pas. Alors, je sais plus son nom, par contre. Mais une certaine Norma, qui venait donc d'une campagne de New York, hein, enfin autour de New York. Et cette Norma, littéralement, alors que Mireille était dans le bateau, l'a larguée. Vraiment. Et en gros, en disant... Non, c'est pas sur le bateau. Mireille Yavé est allée chez Norma, sauf que Norma, du coup, face à sa famille, n'a pu se résoudre à... Comment on appelle ça ? À faire éclater son homosexualité au grand jour, et elle a répudié clairement Mireille Yavé à ce moment-là. Donc Mireille Yavé était totalement dévastée, bien évidemment, puisqu'elle venait pour ça. Elle venait effectivement pour Norma, qu'elle lui fasse visiter New York, ses alentours, sa ville même. Et finalement, elle va se retrouver dans un hôtel miteux de New York, qu'elle va avoir extrêmement du mal à payer. Et elle va essayer par tous les moyens de rentrer en France. Alors déjà, elle était dégoûtée de France à cause de ses amis qui finalement, entre guillemets, là je parle effectivement, c'est 1927-28, hein. Enfin même 28-29 d'ailleurs. C'est vraiment la fin des années folles où Mireille Yavé part à New York. Donc déjà, elle avait fui la France parce que ses amis, entre guillemets, lui avaient tous tourné le dos. Donc déjà, elle se sentait très seule en France et abandonnée par tous, même par sa sœur, parce qu'à ce moment-là, sa mère est morte. Et elle se retrouve à New York avec personne, puisque Norma la répudie, voilà, quand elle arrive, quasiment. Et le problème, c'est qu'elle va avoir des problèmes d'argent, et elle va, comme elle faisait en France, aller d'hôtel en hôtel sans payer la note, évidemment. Ou des fois elle va payer la note, mais parce qu'elle aura fait quelques trottoirs, quelques petits boulots comme ça par là. Alors qu'en plus, Mireille Yavé, comme moi j'ai envie de dire, ne parle pas un mot d'anglais, ou en tout cas très mal. Elle pensait aller à New York, voir Norma, et que c'était normal qu'elle allait faire la traductrice, quoi.
Donc en plus, elle se retrouve dans un pays, dans une ville lointaine de la France, où elle ne parle pas un mot de la langue de là-bas. Je vous dis pas le traumatisme que ça a dû être pour elle. Moi personnellement, on m'envoie à New York, mais c'est pareil, hein, moi je ne sais pas. Oui, bonjour. Quelqu'un parle français? Et il me semble effectivement qu'elle va trouver à l'ambassade, ou en tout cas proche de l'ambassade française, quelqu'un qui parle français et qui va l'aider finalement. Puis elle va réussir de toute façon à envoyer une lettre, un télégraphe ou je sais plus quoi en France aux journalistes pour dire ben s'il te plaît tu veux bien me ramener enfin m'envoyer effectivement de quoi payer pour que je puisse revenir en France. Donc ouais, sachant qu'effectivement à tout ça se rajoute la drogue, etc. Bien évidemment. Ouais, c'est sympa, ouais, totalement. Notons à ce titre que Mireille Havet est de fait amenée à séduire et côtoyer des femmes qui ne partagent nullement sa radicalité existentielle. Amies d'adolescence avec lesquelles elle entretient des flirts plus qu'équivoques, inconnus abordés dans la rue, au spectacle, dans un train, couple qui n'hésite pas à lui faire des propositions un peu lestes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. La lecture de son journal donne l'image d'un univers qui entretient avec le sexe et la séduction des rapports relativement décomplexés et naturels, y compris dans des configurations apparemment scabreuses, entre guillemets, relations entre femmes ou à plusieurs, là pour le coup entre parenthèses, ou dans des contextes atypiques, par exemple lors de sa liaison avec Marie-Thérèse pendant la guerre ou plus tard avec l'épouse d'un banquier jusque-là fort sage. Prisme déformant d'un regard qui tend à tout érotiser, ou trace indirecte d'une société moins prude et polissée que ne le donne à penser la morale dominante et dont Anne-Marie Sonne ou Anne-Claire Rebriand ont déjà montré la relative liberté des mœurs. Si l'homosexualité exclusive ou les pratiques libertines demeurent évidemment des traits propres à l'auteur, son journal n'en témoigne pas moins pour d'autres qui, sans être investis dans la sexualité aussi intensive, peuvent entretenir avec leur corps et leur désir des rapports dénudés de pudibonderie. Si bien qu'on peut se demander si la principale singularité de Mireille Havet n'est pas, au bout du compte, sa capacité à dire et à décrire ce que d'autres pratiquent sans vouloir ou pouvoir les nommer. C'est vrai, ce qui est vraiment incroyable avec Mireille Havet, c'est qu'elle a quand même, je dis pas elle a pas fait le tour du monde, faut pas déconner. Mais par contre, elle a quand même fait beaucoup de choses. Exceptionnelle, cette audace langagière semble avoir été rendue possible par un lyrisme stylistique qui, de fait, lui donnait des capacités d'expression inaccessibles à la très grande majorité des jeunes femmes de son temps, fussent-elles désinhibées dans leur plaisir. Ce riche nuancier lexical et syntaxique lui permit en effet d'évoquer avec finesse et poésie une réalité généralement ressentie comme gênante ou triviale, en tout cas difficile à décrire, voire indicible. Si plus tard dans le siècle les confessions intimes et sexuelles se banalisent, sur un mode plus prosaïque ou plus cru, on peut se demander si entre 1910 et 1930, elles n'étaient pas uniquement concevables pour une femme, non seulement dans le cadre d'un journal intime, donc voué au secret, mais surtout sous le filtre protecteur et enjolivant d'un beau style qui, en la préservant des écueils de la vulgarité ou de l'impudeur, lui permit d'avancer sans dommage sur la terra incognita de l'écriture du sexe. Mais c'est peut-être par là aussi que le journal de Mireille Havet trouve l'une de ses paradoxales limites, puisque, en effet, ce style qui lui autorise toute liberté eut également pour effet d'atténuer, voire de renvoyer hors champ, ce que la vie sexuelle peut aussi avoir de trivial ou de médiocre, parfois même de sordide ou de honteux. Elle demeure en effet sous sa plume, le plus souvent lyrique, exaltée, voire poétique, même lorsque la diariste évoque ses échecs ou ses frustrations. Brillante et colorée, sa palette ne balaie qu'un registre réduit et peine à nous parler sous une forme réaliste des timidités, des maladresses ou des dégoûts qui furent le lot commun de la majorité des femmes. En ce sens, il n'y a pas lieu de faire un tel témoignage le lieu d'une authenticité et d'une vérité indépassable. Plus peut-être que pour le tout venant des scripteurs, tributaires d'une expression banale et stéréotypée,
mais riche d'enseignements sur l'ordinaire des sensibilités, un journal à valeur littéraire est le lieu d'une récréation, d'un jeu entre le langage et le réel, qui produit aussi des effets de déformation, de silence ou d'angle mort. Si cet argument ne saurait bien sûr servir à disqualifier le journal de Mireille Havet en tant que source, il doit nous servir à ajuster l'approche méthodologique d'un texte aussi fécond qu'inclassable. Alors même que la publication de ce journal n'est pas encore tout à fait achevée et que se profile au-delà celle de la correspondance, il nous semble que le texte peut déjà faire office de vaste réservoir d'analyse pour les historiens de l'intime et de la sexualité, toujours en demande de sources autobiographiques et rarement récompensées à ce degré. Il va de soi que son exploitation appelle une mise en résonance avec des textes de nature comparable et la prise en compte des limites ou des biais qui le caractérisent, il ne fait guère de doute qu'il sera amené, une fois tiré de sa confidentialité, à devenir une référence phare dans l'histoire des écrits féminins de l'intime, au même titre que le journal d'Anaïs Nin ou celui d'Anne Frank. Aussi ne peut-on qu'appeler à sa publicité croissante, qui ne manquera pas de nourrir utilement l'exploration encore pionnière du continent noir de la sexualité féminine. Et merci pour me faire boire un petit coup. À la vôtre. C'était extrêmement intéressant. Donc là, on a toutes les sources, effectivement, toutes les notes. Et les références. Franchement, c'était extrêmement passionnant. Enfin, je sais pas vous, mais se replonger justement dans ce... C'est complet et hyper intéressant. Ouais, totalement. Donc du coup, si jamais vous voulez le relire à tête reposée de votre côté, je vous le mets là dans le chat. Oui, dans le chat. Et pour YouTube, évidemment, je vous le mettrai dans la description. En tout cas, j'espère que vous, YouTube, et vous, le chat, ça vous aura carrément plu. J'aime bien faire ce genre finalement de lecture et en même temps, on en parle, en fait. C'est pas juste « je vous lis le texte et basta », non. C'est vraiment, on lit paragraphe par paragraphe, phrase par phrase, et des fois, genre, bim. Et après, effectivement, on peut clairement faire ça, quoi. Genre lire un article et tout simplement réagir sur le sujet, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a parlé de polygamie pour Mireille Havet, dans le sens où, effectivement, Mireille Havet, elle a pu avoir à chaque fois une amoureuse en titre, elle en a eu 3, mais que en dehors littéralement de cette histoire d'amour, on va dire, primaire, pour elle va avoir quelques autres maîtresses, quelques autres aventures sexuelles, quoi. Donc elle est très très ouverte là-dessus, et là c'est vraiment extrapolé personnellement, mais du coup, pour moi c'est presque un début de polyamour finalement, où elle a envie d'aimer plusieurs personnes, plusieurs femmes à la fois. Du coup, merci YouTube d'avoir suivi cet article et ces petits débats, ces petites idées qui me sont aussi revenues en tête par rapport à la lecture du journal que j'ai pu faire de Mireille Havet. On se retrouve plus tard. On se retrouve bientôt, en tout cas, pour cette suite d'aventures, d'articles. Et ciao YouTube.